Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce live Twitch du 1er novembre. Et oui, même si vous êtes en congé, moi j'ai décidé de faire quand même un petit live. Histoire, voilà, de passer un petit bon temps. C'est surtout de maintenir la cadence, de maintenir le rythme. Donc, bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que certains d'entre vous ont fêté Halloween en mode déguisement. J'ai vu un petit peu circuler comme ça sur les réseaux sociaux qu'il y en a de plus en plus qui aiment se déguiser au moment d'Halloween. Et c'est vrai que c'est un peu. Enfin, moi j'ai pas grandi avec ça. En tout cas pour Halloween, c'était plus souvent carnaval se déguiser. Et, euh, et c'est vrai que ce qui ne se faisait pas, maintenant qu'il se fait aussi depuis quelques années, mais ça se faisait pas chez nous. C'était les petits enfants qui vont récolter les petits bonbons. C'est vrai que c'était pas quelque chose que on avait l'habitude de faire, en tout cas moi quand j'étais enfant. Donc c'est vraiment encore un truc qui s'est importé des États-Unis. Puisque maintenant on fait quasiment la même chose. Je vois des citrouilles partout. Voilà. On n'est pas au même niveau parce qu'eux ils décorent leur maison comme des grands malades. Mais voilà. En tout cas, le déguisement et le folklore bonbon est très présent. Donc voilà. Moi j'ai craqué, j'ai quand même acheté quelques bonbons. Histoire de fêter ça en regardant un film d'horreur. J'aime bien des fois comme ça. Quand l'ambiance s'y prête, c'est toujours chouette quand même de participer à tout ça. Mais modestement, évidemment. Voilà, bienvenue, moi je m'appelle Quentin pour ceux qui me connaissent pas. Euh, voilà, comme à chaque fois, je résume un peu le concept de l'émission. Donc on va parler du jeu pendant la première heure et de faits de société plutôt l'heure suivante ou la demi-heure suivante. Euh, c'est une émission constructive, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, mail et compagnie ou contacter via les réseaux sociaux. Si vous voulez un jour que j'aborde un certain sujet, un certain jeu, moi, il n'y a pas de souci. Voilà, si à partir du moment où il y a un intérêt derrière, voilà, il y a un petit quelque chose, pas juste présenter un jeu pour présenter un jeu, euh, sauf si, voilà, il sort du lot. Mais voilà, si vous voulez que j'aborde quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Euh, et donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre un peu au, l'actualité en prenant un peu la thématique horreur, mais j'expliquerai un peu plus tard qu'est-ce que j'entends aussi derrière tout ça. Et puis on va parler de démarche intellectuelle, donc ça veut dire ben, voilà, comment poser un raisonnement et des choses comme ça. Donc, mais, parce que ces derniers temps, voilà, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, les démarches intellectuelles, c'est un peu... Enfin, il n'y en a pas, on va dire ça comme ça. Et donc, voilà, poser un peu les bases de ce qu'est une démarche intellectuelle, ça ferait pas du mal. Ben, aujourd'hui aussi, ce que je voulais aborder, c'est comme, en tout cas, on voit, bah, voilà, on est au 1er novembre. Ici, comme Halloween vient de passer, donc on va. Tout l'aspect, voilà, bonbons et compagnie, va un peu passer à côté. Et on va enfin arriver les catalogues de jeux, jouets et tout pour la Saint-Nicolas et pour Noël. Voilà, donc les enfants. Moi j'adorais. Maintenant j'ai mis un anti-pub sur ma boîte aux lettres, donc j'en reçois plus beaucoup. Ici voilà, je parle seul de la Fnac parce que c'est le seul que j'ai reçu. Mais quand j'étais petit, évidemment, j'adorais regarder ce type de catalogue-là parce que voilà, c'était un peu moyen de sélectionner pour mes cadeaux, ou en tout cas de ce que je voulais. Et alors pourquoi je l'aborde? Parce que pendant longtemps, ça doit encore exister, j'ai pas encore tout regardé évidemment, mais ces catalogues, c'était vraiment, il y avait la section filles, la section garçons, donc c'était encore très sexiste. Et je suis content de voir, en tout cas ici dans le catalogue, le guide des Fnac Kids, comme il l'appelle, ben c'est pas présent, donc c'est quand même cool, c'est une chouette évolution. Et l'autre évolution aussi que je voulais mettre en avant, ça fait ben, effectivement depuis quelques années, j'ai l'impression, en même temps j'ai pas suivi ça assidûment, mais ici on le voit notamment derrière, à mon avis il y a aussi la com voilà, d'Asmodée, mais l'aspect jeu de société se développe beaucoup plus chez Fnac. Comparé à d'autres grandes chaînes, notamment de jeux et jouets, je sais pas, je crois qu'il y a Dreamland notamment en Belgique ou des choses comme ça. Le jeu de société est encore peu présent, j'ai l'impression. Enfin, voilà, j'ai pas été dans les magasins vérifier avec quoi, mais c'est juste une impression.
de moins voir les jeux de société. Je vais vérifier sur internet, mais moi en tout cas des fois où j'ai été, on reste encore jeux vidéo et très jouets. Mais les jeux de société, voilà, très grand classique. D'ailleurs, ben voilà, ils ont hop hop hop, quand je regarde un peu sur leur site, c'est beaucoup, ouais, c'est ça, des jeux d'extérieur principalement. Mais en termes de jeux de société, il y a même pas. Il y a une petite catégorie jeux de société. Et ouais, ils ont une petite centaine. Mais ça reste du Uno, du Monopoly. Voilà, ça reste très grand classique. Et, euh, et donc, il n'y a pas vraiment du. Ouais, c'est très limité vraiment dans les possibilités, quoi. Donc, la Fnac, c'est aussi ça, mais quand même un peu plus. Donc, voilà. Et donc, ouais, si, voilà. Et donc, je dis beaucoup voilà, j'ai l'impression. Donc, on voit derrière ben, toute la gamme Exploding Kittens, avec Mantis, qui est de Wombat qui est sorti récemment et tout. Voilà, c'est des jeux vraiment, ouais, ça, grand public, ambiance et compagnie. Et quand on regarde un peu plus loin, ben, ce qui est cool ici, ils ont fait un peu par âge et par thématique. Donc à un moment donné, il y a, je vais voir ici, voilà, les pop-pom. Alors, où est-ce que j'avais vu ça? Je vais regarder vers la fin. Hop, hop, hop. Mais ben, voilà, bêtement ici, on a, hop, thématique manga. Et ils mettent, voilà, un jeu de société Pokémon en dessous. Donc, ouais, ils ont un peu mixé les, voilà, les choses comme ça. Et je trouve ça pas plus mal en fait. Euh, Il y a hop, 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 hop. Et il y en a un, à un moment donné, j'ai vu Asie, du coup, pour rester dans les mangas un peu. Mais il me semblait, voilà. Donc ici, on a le spécial Asie, et du coup, ils mettent Takenoko, qui est mon jeu préféré, évidemment, Takenoko. Et donc, voilà, ils ont Next Station Tokyo, voilà, des choses comme ça. Donc, et après, ben, voilà, on a les jeux de société ici aussi présents avec différents styles. Donc, c'est vraiment chouette de voir que ben, les magazines évoluent. Du coup, ben, ils évoluent pour être moins sexistes et surtout ils évoluent par rapport au monde du jeu de société. Ben, voilà, on en trouve de plus en plus. Donc c'est assez chouette, évidemment. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est de voir aussi que voilà, ça commence à se démocratiser. Et, et voilà, donc ici on a encore voilà, les jeux de société, notamment ben, Doodle Dash, euh, Geronimo, qui est mieux ici en coup de cœur, et c'est vrai que c'est assez marrant à jouer. Ce qu'il y a, la direction artistique est pas top, je trouve. C'est pas la boîte qui donne envie. Mais le jeu est super marrant parce qu'il faut essayer de dessiner le plus rapidement possible. Et donc, premier à finir son dessin, mais en général, première personne qui finit son dessin, ça ressemble à rien du tout. En général, c'est moi qui finis premier, mais ça ressemble à rien. Et donc, les autres doivent quand même deviner après. Et en général, ils ne devinent pas du tout. Donc, ouais, et s'ils ne devinent pas, mais je n'engrange pas de points et c'est les autres. Donc, j'ai trouvé comme ça ce mix entre rapidité et savoir dessiner. Donc, même si j'avais le temps, je ne sais pas correctement dessiner, donc ça ressemblerait à rien du tout. Euh, mais donc voilà, petite observation. Si vous recevez de la pub et des choses comme ça, et que vous prenez le temps de regarder un peu tous ces catalogues, euh, moi effectivement des remarques si vous voyez une évolution. Mais moi, voilà, je vois que ça, en tout cas ici pour la Fnac, ça évolue. Et c'est vrai que le jeu de société commence à prendre un peu plus de place en tout cas dans les magasins Fnac. Même si effectivement, je suis quand même du genre à plutôt acheter en magasin spécialisé. Voilà. Voilà. Celui où je vais le plus souvent ici à Bruxelles, c'est Dédale. Il y en a un côté de Mérode, pour ceux qui connaissent. Donc, et, plutôt quartier, ouais, pas loin de quartier européen. Et il y en a un autre rue du Bailly, donc plutôt quartier du Châtelain, pour ceux qui connaissent évidemment. Et moi je vais régulièrement là, enfin régulièrement, quand j'ai l'argent surtout. Voilà, moi c'est plutôt là le coin où je vais acheter les jeux. La Fnac, c'est vraiment si je trouve pas dans tous les autres magasins. Mais alors, ouais, même en ligne, il y a moyen des fois sur certains sites spécialisés. Donc voilà, ce serait exceptionnel que j'achète un jeu de société à la Fnac ou alors vraiment grosse flemme et j'achète là parce que je suis en train de faire d'autres courses à la Fnac. Mais donc voilà, ouais, ça se développe.
Donc c'est chouette, ça veut dire que s'il y a de l'offre, ça veut dire qu'il y a de la demande. Et donc au plus il y a de gens qui jouent à de jeux de société, au plus on va commencer à prêcher des convertis. Donc il va falloir, en tout cas pour moi, ce que je vois beaucoup, c'est voilà, dans ma démarche professionnelle, c'est quand j'utilise le jeu, je dois passer justement par ce stade où les gens ne connaissent pas encore vraiment le marché du jeu de société, ils restent bloqués à Monopoly ou Uno, ou Trivial Pursuit ou des choses comme ça. Voir des gens voilà, qui sont pas du tout jeux de société. Et alors c'est soit parce qu'ils voient ça comme quelque chose de pas du tout sérieux, voilà, ça c'est les vieilles mentalités, ou alors c'est surtout que voilà, ils n'adhèrent pas parce que souvent ce qui se passe c'est que enfants, ils avaient quelques jeux de société mais ils perdaient tout le temps et donc ça crée une espèce de mini trauma et donc il y a vraiment voilà, ce sentiment négatif qu'ils veulent pas revivre et donc il y a des gens voilà qui ne veulent pas donc ça, c'est un peu les retours que j'ai en général quand je fais jouer les gens. Pour ça que quand on est face à un groupe de non-joueurs, je vais beaucoup cibler des jeux d'ambiance, des jeux grand public, des jeux très faciles à comprendre. Euh, Comme ça, bah oui, ça permet à un large public quand même de participer. Et en général, ça marche. Il y a voilà, des jeux d'ambiance ou des gens voilà, qui n'aiment pas du tout jouer, mais qui au final, après-midi, voilà, je les vois rire et tout à certains jeux. Donc, notamment Just One qui marche super bien. Donc, voilà, c'est vrai que là je regarde un peu, j'ai aussi quelques... Malgré tout, j'ai quand même quelques classiques, hein. J'ai aussi les Monopoly et Cluedo ou compagnie chez moi, histoire de dire je les ai. Mais c'est vrai qu'ils ils sortent pas forcément souvent. Que le Cluedo, moi j'aime encore assez bien ce côté réflexion. Euh, et donc voilà, alors aujourd'hui j'ai choisi de parler un peu, parce que voilà, il y a le côté horreur suite à Halloween. En plus, ce qui est marrant, c'est que le jour d'Halloween, c'est le 31 octobre et c'est aussi la Saint-Quentin, comme quoi il n'y a pas de. Ouais, je vais dire, il n'y a pas de hasard. Voilà, je suis né le jour des monstres. Non, je suis pas né le jour des monstres, c'est la Saint-Quentin, voilà, ma fête, c'est le jour des monstres. Euh, et donc voilà, j'ai pris un peu cette thématique-là pour en fait, c'est plus parler euh, finalement des émotions ressenties pendant un jeu. Et c'est vrai que un jeu de société, en tout cas, beaucoup se disent, ouais, s'attendent soit à vraiment de l'amusement pur et la bonne partie de rigolade. Euh, Ça, c'est un peu ce que les gens attendent en général. Soit, effectivement, c'est plus les gens qui vont être en mode compétitif, en mode expert, et qui, eux, recherchent effectivement ce côté plus intellectuel, plutôt réflexif, compétitif. Et donc, c'est une forme d'amusement pour ces personnes-là, hein. Voilà, c'est une forme de plaisir qui, qui parle à certaines personnes, évidemment. Mais en tout cas, le jeu de société, comparé à d'autres formes d'art, voilà, est pour l'instant un peu limité dans les émotions qu'ils font ressentir. Enfin, c'est une observation un peu comme ça, je vais pas dire bateau, mais voilà, c'est une petite observation. Parce que si on prend la littérature ou les films, ben, il y a ou même les séries télé, je reviendrai après sur le cas des jeux vidéo, mais il- voilà, la littérature et les films nous font ressentir différentes émotions. Et on trouve même du plaisir dans ces différentes émotions-là, d'une certaine manière, puisque, par exemple, voilà, il y a des films ou des livres qui vont nous faire pleurer, il y en a d'autres qui vont nous faire rire, il y en a d'autres qui vont nous faire peur. C'est un peu l'idée aussi de la thématique. Comme voilà, on va regarder souvent des films d'horreur et compagnie pendant ces périodes-ci. Et donc, on accepte finalement de ressentir ces différentes émotions euh, à travers voilà, un média. Euh, et donc, mais derrière ces recherches d'émotions, il y a quand même une forme ouais, de plaisir qui se dégage. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi le jeu de société ne pourrait pas aussi finalement nous faire un peu ressentir tout ça. Alors, le jeu vidéo, lui,
Alors, c'est pas forcément un cas à part, puisque il, il y a de plus en plus de jeux, effectivement, qui existent et qui nous font aussi un peu ressentir tout ça. Seulement, évidemment, contrairement au film ou au livre, c'est beaucoup moins connu. C'est beaucoup plus de petits jeux. Voilà, les gros jeux, c'est vraiment du gros défoulement. Ou alors, c'est quelque chose quand même avec une histoire euh, relativement importante, mais on va pas forcément ressentir énormément d'émotions différentes. Euh, mais quand on cherche un peu plus les petits jeux, voilà, pour la communauté des joueurs et joueuses qui s'y intéressent un peu, ils savent qu'il y a différents jeux qui existent. Et dans ces thématiques-là, il y a voilà. Zèbre à Nivelles, si tu connais. Ouais, je connais bien le zèbre à Nivelles. Euh, ouais, beaucoup de jeux de société, ben oui, évidemment, est bien classé suivant les âges. Donc voilà, Zizou, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Merci, merci. Il faut juste cliquer sur suivre juste en bas, si tu vois bien. Euh, oui, ben voilà, hein, Catalogue c'est pas. Donc, effectivement, eux, c'est jeux de société, c'est leur truc. Euh, donc, Groupe Fox, bah oui, Groupe Fox, j'ai des amis qui y travaillent. Le monde du jeu de société, c'est un petit monde, hein, donc évidemment, voilà. Je connais trois quatre personnes facilement qui travaillent plus sur Bruxelles. Il y a plusieurs Fox et compagnie qui travaillent sur Bruxelles. Et mais donc voilà, ça, c'est évidemment un truc de fan. Donc pour revenir sur les trucs horreurs, comme je disais, c'est le côté jeu émotion. Et alors, dans le jeu vidéo, là, ce qui est hyper immersif et ce qui pour moi fait vraiment ressentir l'horreur au maximum, c'est la réalité virtuelle. J'ai un petit casque, voilà, j'avais acheté à l'époque pour la PlayStation 4, j'avais acheté le casque de réalité virtuelle, donc le PSVR, parce que c'était le plus accessible en termes de prix, c'était, je sais plus, 350 €, ce qui est quand même cher. Mais comparé aux autres qui sont plutôt à 700, c'est le Vive, HTC Vive, je pense. Il y a l'Oculus, il y a le MetaQuest, enfin voilà, il y a différents casques qui existent. Voilà, moi j'ai acheté celui-là. Et donc je vais un peu, hop, montrer. Donc je vais, alors je vais prendre un peu ici un exemple, PSVR. Et ouais, c'était un truc, je n'ai pas acheté le jeu, mais c'est un des rares jeux où je me suis dit, ouah, ça va être crise cardiaque si je le regarde. Et je crois que c'est assez marrant parce que ouais, je vais pas trop, ouais, je vais y aller progressif. Voilà, je vais faire ça, hop. Scène de diffusion, voilà, je vais vous montrer juste un petit instant. Hop, capturer la fenêtre, tac, tac. Voilà, hop, petite transition. Et donc, vous voyez ici, ça c'est Resident Evil 7. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Resident Evil, c'est quand même une grosse licence jeu vidéo. Parce que ça fait, je sais pas quand est sorti le premier, mais il y a quand même au moins 20 ans, je crois. Et sur base de ça, ils ont sorti aussi plein de films. Beaucoup de navets, quasiment que des navets en fait. Et une série Netflix, enfin voilà, il y a beaucoup. Donc c'est un gros univers. Et c'est vrai, c'était thématique un peu, voilà, un peu zombie. Et ce qu'il y a, c'est qu'ici, donc pour le 7, ils ont pris, ouais, une thématique, ouais, un peu zombie, comme ça, un peu ambiance massacre à la tronçonneuse. Et donc, je vais aller, hop, sur YouTube, hop, là, et on va regarder un petit peu. Alors, Resident Evil 7 VR, hop. Voilà, on va regarder peut-être une petite vidéo pour voir un peu à quoi ça ressemble.
Euh, donc, qui on va prendre? Je ne sais pas, parce que là, j'avoue... ouais, on va peut-être pas regarder 1 heure. Faudrait un truc qui dure... elle dure pas trop longtemps, si possible. Euh, pom, 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 pom. Voilà, 5 minutes. Allez, 5 minutes. L'huile de palme de Nutella provoque-t-elle de la déforestation? Notre engagement, zéro déforestation. La pub, évidemment. 100% l'huile de palme certifiée durable, issue de plantations ne provoquant pas de déforestation. Ouais, voilà. Ça, c'est un peu les réactions qu'on ressent. Des gens qui hurlent. Hey! Putain. Vous auriez vu Manoir de Paris il y a quelques jours? Donc voilà, ça, c'est vous voyez le gars avec son casque. Ça, c'est le casque de réalité virtuelle. Y'a quelqu'un? Oh my god. C'est quand même un gros bazar. Ah putain, ça fait tout noir. Et donc, ouais. Imaginez vraiment qu'ici, on voit, il y a une certaine distance, hein, quand vous voyez par rapport à la vidéo. Mais imaginez ça, maintenant, vraiment devant vos yeux. Et, et en fait, vous ne voyez que ça. Putain! Ouais. Vous voyez que ça. Et ici, en plus, il a le casque. Donc, tout le son extérieur Ils ont pas l'air si détraqués? est complètement mis de côté. C'est vraiment que l'ambiance du jeu. Et donc, la réalité virtuelle, voilà, vous êtes à 100% dans le jeu. Et quand vous êtes à des trucs comme ça, c'est 10 000 jumpscares à la minute presque. Parce que le moins de petits bruits, le moins de petits trucs, surtout quand on a le casque, le casque comme ça sur les oreilles, ça vraiment, ça... Ouais, vous êtes non-stop. Ouais, j'avance un peu ici. Imaginez quoi, déjà la vision est limitée. Et là, comme ça, au moindre instant, bam, vous faites attaquer. Donc, imaginez tout un jeu comme ça. J'appuie sur R2. Imaginez tout un jeu comme ça, comment c'est. Il faut s'accrocher. Bon, déjà, tout le monde n'est pas, comment dire, capable de... Ouais, un peu le motion sick, comme on dit, le côté voilà, réalité virtuelle, c'est un peu comme le mal de mer ou mal de terre. Enfin voilà, c'est un peu... on se sent pas forcément bien. Parce que... parce que notre cerveau, en fait, comprend... voilà. Il est dedans, en fait. Il est rentré totalement dans le jeu. Et donc, c'est pour ça qu'on dit vraiment réalité virtuelle, parce que ouais, c'est... voilà, notre cerveau traite tout ça côté réel, quoi. Et donc, des fois, bah oui, on peut être surpris, on peut être pris d'un déséquilibre ou des choses comme ça. Alors, là, c'est vraiment le côté horreur. Mais, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a d'autres applications, genre des applications sportives pour un peu se motiver aussi, qui sont en général sympas, surtout quand la réalité virtuelle marche bien. Mais ici, voilà, c'est vraiment le côté 100% horreur. Et vous êtes toujours surpris, quoi. Et votre cerveau, effectivement, bah, lui, il fait pas trop de différence entre réel et virtuel sur le moment. Et donc, Dans son temps, parce que je vais les réveiller. voilà. Donc ça, Pas y jouer quand hop, il est hop, en hop. train, Voilà. Donc ça, c'était un des exemples, en tout cas, de jeux vidéo vraiment qui nous font plus plonger, et surtout de la manière, la réalité virtuelle, qui nous font plus plonger dans ce côté horreur. Et donc voilà, si vous avez l'occasion de tester ça et que voilà, vous n'avez pas peur de ce genre de choses, faites-le. C'est quand même une chouette expérience. Enfin, une chouette expérience. C'est quand même une expérience intéressante. Moi, j'ai quelques mini-jeux comme ça. Ça, je disais, j'ai pas acheté, mais j'ai d'autres mini-jeux effectivement où ouais, il y a ce côté un peu. Ouais, il faut tuer des monstres ou des zombies, évidemment. Mais ce qu'il y a, c'est. Voilà. Genre, on est attaqué en masse, et c'est vrai que c'est
à droite, à gauche, là en face, derrière et tout. Et donc on est vraiment tac 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 tout plongé. Et donc c'est un peu difficile à tout gérer. Et évidemment, c'est souvent des univers un peu dark, un peu sombres. Je sais plus comment, je sais même plus les noms. Faudrait que je regarde, mais je sais plus. Ouais, de toute façon, je vais pas faire ça très très long. Est-ce qu'il y a un truc spécial pour tout ce qui est genre plateforme VR? Voilà, PSVR, hop. Et je vais prendre un peu, voilà, horreur. Bon, voilà. C'est vrai que j'ai Arizona Sunshine, c'est un jeu qu'on trouve facilement parce qu'il existe maintenant comme les escape games, il existe des endroits qui proposent de jouer à la réalité virtuelle. Arizona Sunshine, c'est un des jeux que vous avez l'occasion en général de tester dans ces endroits-là. Alors, quels sont les autres? Alors, moi j'ai Rush of Blood et Brookhaven Experiment. Voilà, moi c'est les deux que j'ai. Rush of Blood, c'est vous êtes dans voilà, c'est un parc d'attractions et en fait il n'y a même pas d'image. Donc vous êtes dans un parc d'attractions et en fait voilà, vous suivez du coup dans des montagnes style montagne russe. Vous suivez donc, vous êtes dans le wagon et vous avez vos flingues et vous avez des monstres qui apparaissent à droite à gauche et voilà. Donc là, ce qui est cool, c'est que j'ai pas trop le motion sickness en général, parce que c'est la gestion des déplacements qui moi me donne un peu la nausée, mais ici pas trop. Et alors de Brook Evan Experiment, là vous bougez pas du tout. C'est juste voilà il n'y a pas d'image, c'est dommage. Je vais regarder un peu ici, hop. Brook Heaven Experiment. Voilà, hop. Hop, si on voit un peu des images, ce serait cool. Alors, l'image. Voilà, ici, voilà, vous avez donc votre lampe de poche et votre petit fusil. Et vous vous faites attaquer par des monstres en masse, quoi. Et donc ça attaque par tous les côtés. Et vous devez vraiment gérer ça, quoi. Hello Coriolis55, bienvenue, merci pour le follow. Oh, je passe sur le site Petit Stream. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci. Oui, je me suis lancé il y a quelques semaines. Voilà, c'est un peu ma démarche professionnelle, comme j'utilise le jeu comme méthodologie de travail et que j'interviens auprès d'associations, entreprises, écoles et administrations publiques pour travailler des thématiques sociales à travers le jeu vidéo, le jeu de société, ça dépend. J'utilise plus le jeu de société parce que c'est plus accessible que le jeu vidéo. Mais voilà. Donc ici, j'en profite pour un peu parler de jeux de manière générale et parler de faits de société. Bah, à travers Twitch, parce que j'avais fait un peu de Twitch sur le jeu de société avant. Et donc je me suis dit, hey, j'ai envie de partager ça aussi avec les gens. Donc voilà. Et là, comme c'était Halloween, je parlais un peu de jeux d'horreur. Et donc, je parlais un peu de ce que moi j'ai vécu. Peut-être que d'autres gens ont vécu d'autres choses. Mais en termes d'immersion et vraiment de sensation, moi j'ai regardé, mais une fois. Pour l'instant, c'est que les mercredis après-midi. Mais peut-être effectivement que selon qui sait, peut-être que je ferai plus. Mais c'est effectivement tous les mercredis à 14h. Je le fais notamment parce que, bah oui, c'est les écoles ici. Les profs sont notamment chez eux ou les choses comme ça. Il y a plus de gens en général qui sont disponibles le mercredi après-midi. Moi, ça m'arrange aussi par rapport à mon agenda. Le mercredi après-midi, c'est le moment où je suis libre. Donc voilà. Après, les gens peuvent regarder en replay, soit sur Twitch pendant 7 jours pour l'instant. Et sinon, c'est sur YouTube où je remets à chaque fois les petites vidéos. Mais voilà. Et je dis aux gens, comme c'est un stream que je veux un peu co-constructif, donc voilà, si des gens veulent que j'aborde quelque chose en particulier, ou un fait de société, ou n'importe quoi dans le live, qui n'hésite pas. Et je regarderai un peu à ça, quoi. Et donc, ouais.
ici, voilà, comme je disais, j'ai regardé énormément de films d'horreur. Et du coup, c'est devenu un peu difficile pour moi de ressentir ce côté, voilà, frisson. Truc qui met un peu, je veux dire, mal à l'aise. Mais je trouve que l'avantage des films d'horreur, quand on les regarde, c'est que on est un peu plongé dedans. Et du coup, on oublie un peu le reste. Et donc, c'est ça qui est un peu, qui fait du bien, entre guillemets. C'est le côté, on pense pas à autre chose quand on regarde un film d'horreur, quand on est plongé dedans, parce qu'on sait jamais ce qui va arriver. Il y a toujours le petit jumpscare, voilà, on s'y attend à tout moment et il vient pas. Et puis au moment où on relâche l'attention, il arrive. Donc, voilà, j'ai vu une flopée. Et donc, en termes de sensations, du coup, chercher d'autres choses pour un peu vider la tête. Et franchement, ce jeu-là, en réalité virtuelle, voilà, sur PSVR, il marche bien. Je crois qu'il est sans doute disponible aussi sur PC. Mais moi, en tout cas, j'ai pas eu de problème d'alignement ou quoi que ce soit. Il marchait super bien. Et donc voilà, en termes de comment dire, de frissons, voilà, ça marche super bien. Voilà, Resident Evil évidemment. Et alors Rush of Blood. Hop. Tatatam, Rush of Blood, c'était l'autre. Alors ouais, ici on voit directement, je sais pas si on voit bien. Évidemment, c'est que des trucs bien dark. Donc on voit jamais. Hop, hop, hop. Oh, oui, l'image, on voit jamais super bien. Mais ici, voilà, on a deux flingues et on tire sur des clowns massacreurs qui veulent nous tuer. Nous, on est dans notre petit wagon à suivre le rail. Donc, on essaye tant bien que mal. Et puis, voilà, ça se finit assez vite. Il y a juste quelques niveaux. Mais évidemment, il y a toujours moyen de débloquer des choses et viser plus. Et donc, voilà, c'est le côté vraiment parc d'attraction de l'horreur qui est bien sympa. Ici, par contre, avec le PSVR, au bout de quand on joue 2-3 manches, 2-3 parties, il commence à avoir un déréglage, du coup il faut relancer le jeu. C'est pas tip top. Oui, je me doute bien, hein, c'est beaucoup de streamers dans les jeux d'horreur. Donc ouais, il y en a blindé, je suis en train de regarder ici un peu sur Steam et compagnie. Donc ouais, voilà, je sais voilà, ça marche toujours, hein. Il y a ici maintenant en plus il y a des jeux voilà, du tous contre un où notamment bah oui c'était voilà, tous les jeux justement sur les grosses licences de films genre Halloween voilà enfin vendredi 13 il y avait justement Texas Chainsaw Massacre, donc Massacre à la tronçonneuse, où on incarne voilà, différents personnages et nous on va essayer de choper les quelques survivants. Et du coup, c'est toujours un petit peu tendu comme ça. On sent vraiment pas mal de tension parce qu'on sait, voilà, on sait jamais si on va se faire choper ou quoi quand on est quand on joue les survivants. Donc, ouais, c'est toujours ici. On est vraiment aux aguets. Il y a une petite coulée de transpiration en général. Donc, c'est des chouettes jeux. Je vais aussi montrer ça après. Parce que je pense que j'en ai un sur Epic Games. Je vais essayer d'ouvrir ça. Mais il me semble que j'en ai au moins un dans toute ma liste. Après, il y a plein de petits jeux vidéo, effectivement, qui nous mettent bien dans l'ambiance. Je sais pas si on peut dire vraiment horreur, mais c'est avec Little Nightmare, par exemple, qui est très connu. C'est aussi, voilà, c'est le frisson de se faire choper, quoi. C'est vraiment ça qu'on ressent par rapport à ce côté horreur. Ici, c'est encore autre chose avec voilà, Rush of Blood et Brookhaven Experiment, où là, vraiment, on est dedans, quoi. Et je crois qu'il faut quand même faire gaffe à sa santé quand on y joue. Je sais pas s'il y a la remarque, voilà, si vous avez des problèmes de cœur ou quoi que ce soit, voilà, la crise cardiaque, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit possible dans ce type de truc tellement qu'on est dedans, quoi. Et Resident Evil aussi, dès que c'est en réalité virtuelle et que le jeu est bien et qui nous met bien dedans, c'est vraiment assez cool. Et alors j'expliquais ça par rapport aux jeux de société, parce qu'il y a des thématiques horreur. Alors je vais basculer ici, hop. Donc il y a des thématiques horreur, moi j'en ai un juste ici par exemple.
Horreur à Arkham, dans l'univers de Cthulhu, hein, que dont beaucoup le connaissent. J'ai pas encore lu tout ça, mais voilà, il y en a. Je sais qu'il y a des gros fans d'H.P. Lovecraft qui ont lu tout ça. Et donc, voilà, on voit ici, c'est à partir de 14 ans, de 1 à 6 joueurs, et de ces parties qui jouent quand même 2 à 3 heures, ce qui est long pour un jeu de société. Mais ce qu'il y a, c'est que même, c'est souvent la thématique qui est horreur, mais en termes d'émotions ressenties, on est loin encore de ce que peut nous faire ressentir un livre, un film ou un jeu de vidéo, surtout si on est en VR. Et donc, il y a, je sais qu'auprès de certains auteurs de jeux, il y a cette réflexion actuellement de se dire, mais tiens, ok, le jeu de société fait surtout ressentir de l'amusement ou le côté compétition stratégique, donc beaucoup dans la réflexion, mais on n'est pas encore à explorer les autres émotions. Et c'est pour ça quand certaines personnes parlent d'âge d'or du jeu de société, moi je dis on n'y est pas encore parce que on n'a pas atteint ce niveau où on essaie de faire ressentir d'autres émotions. Alors il y a toute la gamme des jeux pédagogiques, jeux sérieux, qui en fait sont de manière générale pas bien foutus, donc c'est vraiment pas amusant, plaisant d'une certaine manière. En tout cas, c'est difficile de retrouver du plaisir derrière ça. Mais j'en ai vu quand même quelques-uns qui peuvent nous faire ressentir différentes émotions, justement, quand ça aborde des sujets sérieux. Et ici, il y a plein de jeux de vidéos qui existent pour nous faire ressentir ces différentes émotions-là. Il faudrait que je les retrouve ici, mais ça fait qu'on a un jeu qui s'appelle... Hop, je vais regarder. De mémoire, ça s'appelait Gris. Et je ne sais plus si c'est sur le deuil ou la santé mentale. Alors, Gris... ouais, c'est ça, c'est plus santé mentale sur la noirceur. Mais je sais qu'il y a des jeux aussi qui abordent le cancer, voilà, le deuil, voilà, plein de thématiques hyper sérieuses. Évidemment, aussi hyper tristes. Et donc, du coup, oui, c'est ce côté-là où le jeu de société, à travers certains jeux dits pédagogiques, nous font un peu ressentir ça. J'ai vu certains sur la santé mentale où le jeu nous mettait un peu dans la tête de quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale. Et du coup, on voyait donc, que c'était un jeu du style Bamboleo. Donc c'est un jeu où il faut mettre en général différentes formes sur le plateau de jeu. Et il faut éviter que le plateau de jeu se pète la gueule et que tout tombe. Et il y avait un côté comme ça lié à la santé mentale où l'idée c'est de mettre les événements de la vie sur le plateau de jeu. Et à un moment donné, quand il y a trop d'éléments négatifs, la personne bascule totalement, elle ne sait plus rien gérer, quoi. Et donc ça c'est intéressant en termes d'expérience. Et donc j'avais notamment aidé par rapport à tout ça, enfin j'avais conseillé surtout. Et ça je trouvais ça intéressant. Parce que ça nous fait mettre dans la tête de quelqu'un avec problème de santé mentale et on voit qu'à un moment donné, les choses basculent. Et que c'est lié à des événements extérieurs et tout qu'on ne contrôle pas forcément. Et donc, en termes d'expérience, c'était... Du coup, là, il y a le côté immersif qui apparaît. Il y avait un autre jeu comme ça où, là, ce que j'avais conseillé, il partait plus sur un style jeu d'ambiance, argumentation. Et c'était pour résoudre des situations, effectivement, de personnes qui étaient en situation de mal-être, qui venaient au travail et qui demandaient un peu des conseils comment résoudre finalement leur mal-être au travail. Et plutôt que partir sur un jeu style 3 trucs pour survivre où on donne une situation et vous allez donner quoi comme manière pour résoudre la situation, je dis c'est plus immersif, je trouve, de le faire un peu en mode jeu d'enquête où il y a une personne qui a une situation, on va d'abord creuser un peu plus et on va essayer de trouver les éléments, et parce que souvent ce qui se passe dans ces situations-là, c'est que on n'a pas tous les éléments d'un coup. On a juste là pour l'instant une personne qui vient nous voir et on n'a pas toutes les infos, quoi. Un peu à la manière de Sherlock Holmes, justement, il y a une personne qui vient le voir, il dit voilà ce qui s'est passé, et Sherlock Holmes va quand même un minimum enquêter
et après faire ses conclusions, quoi. Et donc, je trouvais plus pertinent dans ce côté jeu, ben, voilà, de venir avec une espèce de, comme ça, de jeu d'enquête, en tout cas de mécanique de jeu d'enquête, où ben, on va essayer de vraiment creuser la situation, finalement, pour vraiment se mettre à la place de la personne qui va essayer de résoudre la situation de mal-être d'une autre. Parce que c'est ça, c'est une démarche où il faut réfléchir et il faut se mettre tous les outils en main. Donc ça va être potentiellement voilà, interviewer d'autres personnes, chercher des outils voilà, pour aider la personne en difficulté. Enfin voilà, ça va être plein de choses. Et donc c'est plus intéressant de tourner en jeu d'enquête voilà, pour vraiment avoir tout ce fil et pour avoir un petit côté coopératif aussi. Parce que dans le jeu d'ambiance 3 trucs pour survivre, c'est du compétitif. Donc avoir du compétitif quand on veut quand même parler d'un sujet comme ça, où l'idée c'est quand même d'apprendre aux gens à trouver les bonnes solutions pour gérer ce genre de situation. Euh, donc voilà, je trouve du coup il y a moyen en tout cas à travers les jeux pédagogiques de travailler cela. Mais le problème des jeux pédagogiques du coup c'est pas des jeux qui sont en général sur le marché. Et des jeux qui sont pas sur le marché du coup ils peuvent pas voilà, toucher un large public. Et donc il faudrait arriver, et c'est pour ça que je dis que l'âge d'or du jeu de société n'est pas encore là, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Mais donc le jour où on arrivera avec des jeux de société qui ont ce côté pédagogique, thématique sérieuse, euh, et qui pourront toucher un large public, là vraiment on aura touché quelque chose. Là on sera vraiment à un niveau où, artistiquement parlant, voilà, le jeu de société quand même aura bien abouti. Ça veut dire qu'on aura vraiment maîtrisé les mécaniques et d'avoir fait le bon lien avec les thématiques. Parce que c'est ça, un bon jeu de société, c'est quand la thématique, enfin les mécaniques de jeu correspondent à la thématique. Et, ça, c'est d'office qui va offrir la meilleure expérience en général. Donc moi, c'est ça que j'essaye de conseiller à chaque fois qu'on me demande de l'aide pour des créations de jeux pédagogiques. Quand on parle de thématique, il faut choisir la mécanique qui correspond à la thématique. Ça, c'est le plus important. Et il faut vraiment se dire quelle expérience on veut faire vivre. Parce que souvent, les jeux pédagogiques, je leur dis à chaque fois, mais c'est que du style Trivial Pursuit ou de jeu de loi. Et en termes d'expérience, c'est nul. Et on n'apprend rien. Sur le moment, on va se faire ah ouais. Et le lendemain, peut-être 2 jours après, voilà, si on aura déjà quasiment oublié. Parce que en termes d'expérience, c'est pas quelque chose de mémorable. Et si on veut réussir sur le plan pédagogique, il faut créer quelque chose de mémorable, il faut créer un souvenir. C'est pour ça que quand on arrive avec un jeu de société qui crée une expérience unique, on a beaucoup plus de chances de se souvenir. Et donc faire des jeux qui ressemblent beaucoup trop aux Trivial Pursuit ou aux jeux de loi, on retient rien. Trivial Pursuit, vous pouvez y jouer aujourd'hui. Je veux dire, les réponses aux questions, vous les avez sans doute déjà oubliées dans quelques jours. Donc, et c'est voilà. Mais les gens partent uniquement de ce qu'ils connaissent. Et donc voilà. Et après, quand j'entends des gens qui ont passé 4 ans pour finalement arriver à un mix entre jeu de loi et questions-réponses, j'ai envie de dire mais comment c'est possible d'arriver à ça en 4 ans de travail? Et c'est là que je me dis vraiment que les gens n'ont aucune culture ludique, très peu de culture ludique, et n'ont pas été conseillés par les bonnes personnes. Quelqu'un qui a un minimum de culture ludique, ça veut dire connaît les mécaniques de jeu, va pouvoir mieux conseiller pour la création de jeu. Et évidemment, voilà, même le jeu de vidéo peut inspirer le jeu de société et vice versa. Et pour l'instant, j'ai pas, voilà, c'est une petite observation aussi, mais clairement, on voit que le jeu de société évolue parce qu'il y a plein de licences de jeux vidéo qui sont en train de se décliner en jeux de société, qui sont en train de se décliner comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt par rapport à ça. Je sais pas si ça rencontre un grand succès. Je sais pas si les jeux sont de qualité. Parce que souvent, comme ça, voilà, les trucs qu'on met, qu'on transpose d'un média à l'autre, c'est pas toujours tip top. Voilà, c'est fait juste parce qu'on se dit les gens aiment la thématique, aiment le film, aiment l'univers, du coup ils vont aussi aimer le jeu de société. Ouais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. En tout cas, les gens vont peut-être l'acheter, mais après ils vont le revendre ou ils vont être déçus, avoir une mauvaise cotation. Donc, en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'observe. Il y a de plus en plus de ça. Et donc, alors, pour revenir, comme je disais,
aux émotions. Donc, le jour où on arrivera à des jeux de société donc, qui se vendent pour nous faire ressentir ces différentes émotions, là, ce sera vraiment très très intéressant. Mais il faut aussi que le public, est-ce que le public général est prêt à ça? Là, par contre, j'ai aucune réponse. Autant les gens veulent bien voir un film d'horreur, lire quelque chose qui va leur rendre triste, des choses comme ça. Mais en termes de jeux de société, est-ce que les gens vont être en attente de ça? Est-ce que les gens vont être en attente de je veux regarder est-ce que je veux jouer un jeu qui me rendra triste? Est-ce que je veux jouer un jeu de société ou qui me fera peur ou des choses comme ça? Alors peur peut-être. Et ça, je pense qu'évidemment avec le côté hybride, par exemple, si on a une application ou autre qui vont jouer des sons ou des choses comme ça, là, ouais, je pense qu'on peut arriver à quelque chose d'horreur, mais ici, vraiment le côté triste, là, je suis un peu moins sûr parce qu'en général, on cherche de l'amusement. Donc voilà. Mais il y a encore donc, du coup, une marge de progression, une marge d'évolution potentielle pour le jeu de société. J'espère franchement que on va aller vers ça, histoire de nous faire vivre ces différentes expériences, parce que c'est un peu ce qui va aussi sortir comme il y a énormément de jeux de société qui sort. Du coup, ils commencent un peu tous à se ressembler du coup au final, et quand on arrive avec des jeux de société qui vont vraiment nous offrir une autre expérience, là pour le coup, voilà, ceux-là ils risquent de marcher parce que les gens, voilà, à un moment donné, ils vont atteindre un petit niveau de saturation. Quand on a un jeu d'ambiance avec des jeux de langage, une fois à moins vraiment d'être un passionné, une fois qu'on ne propose que ça, à un moment donné, on va saturer, quoi. Du coup, des choses des jeux qui nous font ressentir d'autres choses, ouais, il y a peut-être moyen. Il faudra voir le bon timing pour lancer tout ça, en tout cas. Mais je pense que c'est une piste à creuser. Est-ce que moi je vais la creuser? Peut-être, j'en sais rien. Parce que créer un jeu, ça me demande quand même pas mal de temps et de travail. Et si on veut partir sur différentes émotions, euh, chaud, chaud patate quand même, un petit peu, quoi. Mais c'est pas impossible. Alors, donc, ici dans les jeux, que je disais, il y a différents types de jeux qui existent. Et donc, jeux vidéo sur le deuil, parce que j'ai téléchargé plein de petits jeux du coup pour aborder des thématiques sérieuses. Je vais éviter les trucs sur la guerre parce que là c'est un peu trop d'actualité, on va dire ça. Mais il y a genre un jeu d'Histoire of Mine qui nous met dans la peau de gens qui sont complètement qui sont en temps de guerre, qui doivent essayer de survivre en temps de guerre, et donc ça va être fouiller des maisons abandonnées ou des choses comme ça. Là, en termes d'ambiance, vraiment, on est en plein dedans. Voilà. Peut-être qu'un jour, je ferai une petite partie de ça. C'est un jeu, évidemment, je perds souvent, mais donc on doit vraiment survivre. Et là, comme ça, j'ai plus les trucs en tête. Mais je suis en train de regarder un peu dans ma liste de jeux. J'en ai tellement que ça devient difficile de m'y retrouver. Alors, donc, à la limite, je vais vous montrer en même temps. Hop, comme ça, vous voyez tout ce que je cherche. Alors, capture de fenêtre. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Alors, hop, petite transition. Voilà. Hop, je vous montre mon compte Steam. Où là, par exemple, on a Sainte Thérapie. Évidemment, ils mettent pas de petits descriptifs. Et tout est en anglais, évidemment. Donc ici, c'est par rapport en plus à l'intelligence artificielle. Très d'actualité aussi. Ici, c'est sur plus la santé mentale. Et l'éthique auprès de
de l'intelligence artificielle. Comme on dit, voilà, les évaluations sont plutôt positives. C'est un petit jeu, mais voilà, pour aborder une certaine thématique, ben, ça permet de le faire un peu de manière immersive. Et il faudrait que, voilà, ici par exemple, Bury Me My Love, donc là c'est. Je vais regarder. De mémoire, effectivement, c'est un peu le deuil. Enterrement mon amour raconte l'histoire de nous, réfugiés syriennes, entreprenant un dangereux voyage pour atteindre l'Europe et de Maj, son mari, resté en Syrie. Donc, vous voyez comme quoi voilà, c'est pas ce qui est plus fun en termes d'abusement, mais ça permet voilà, d'aborder différentes thématiques avec, je sais pas, une classe d'enfants ou quelque chose. Voilà, il y a ici voilà, sur des jeux qui abordent voilà, la guerre du point de vue du soldat. Il y a les jeux sur voilà, un peu loufoque sur les ressources humaines. Voilà, on a Orwell aussi sur le monde 1984, si on va aborder un peu ce côté dictature. Il me semblait que j'avais un jeu sur le deuil, mais je ne le retrouve plus ici. Voilà, Phasmophobia dans les jeux d'horreur. Paper Please, alors ça c'est un petit jeu, c'est vraiment contrôle de frontières. Donc voilà, soit vous avez des bons papiers, soit pas. Et donc c'est aussi une manière d'aborder voilà, ce côté un peu immigration et la gestion des frontières. Où là c'est vraiment, on laisse personne passer, enfin quasiment en tout cas. Donc gros contrôle aux faciès presque. Voilà, plein de petits jeux. Ouais, alors ouais, j'ai plus en tête le jeu sur le deuil. C'est pas grave, tant pis. Ouais, bref. Donc ouais, il y a plein d'autres possibilités à travers le jeu vidéo. C'est pour ça que j'utilise notamment aussi, pas que le jeu de société, le jeu vidéo, aussi dans mes animations, mes ateliers, parce que il permet de faire ressentir ce genre de choses, quoi. Et moi, l'idée, c'est ça, c'est quand je fais une animation, et c'est ça qui est très important, c'est dire quelle émotion je veux que les gens ressentent, parce que je sais que ça va créer un souvenir, je sais que ça va créer une émotion, et quand il y a ça, ben, les gens vont, ça va marquer, et les gens vont vraiment se souvenir. C'est comme se dire, les gens vont au restaurant, ils s'attendent à quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, et qui soit de meilleure qualité évidemment que si eux le faisaient eux-mêmes, parce que ils n'ont pas l'expérience de cuisine, de culinaire, de refaire la même chose. Ils ont pas tout ça, et puis voilà, le côté vraiment unique. Et le jeu vidéo, le jeu de société aussi, permet de faire vivre ces expériences uniques. Alors l'avantage avec le jeu, pour la majeure, voilà, pour le tout grand public, le jeu de société, en général, les gens après peuvent acheter le jeu de société, voilà, ou même le louer, et pourront revivre après cette expérience. Donc, ce qui est cool, c'est que ici, en fait, il va y avoir une espèce de pédagogie par répétition, puisque si je leur apprends quelque chose, après, ils vont le refaire par eux-mêmes, donc ça, c'est cool. Mais à travers le jeu vidéo, c'est un peu plus délicat, parce que tout le monde n'est pas adepte du jeu vidéo. Ou alors, effectivement, si on commence à compter applications et tout, là, il y a un peu plus moyen. Mais le jeu vidéo, comme ça, sur PC ou sur console, voilà, beaucoup moins, évidemment. Moi, j'utilise plus le jeu PC parce que je vais pas venir avec une PlayStation comme ça en animation. Je vais plus venir avec un PC. Et en général, voilà, j'utilise des petits jeux. Alors, un que j'utilise beaucoup, où est-ce qu'il est voilà. Keep Talking and Nobody Explode. Ça, plus maintenant il est désormais jouable en 26 langues. Ça, c'est vraiment un truc super pour jouer il y a même en VR si on veut, pour jouer en animation avec un groupe de gens. Parce que l'idée, c'est, voilà, il y a une bombe à désamorcer. Il y a, je crois, quelques minutes à peine.
Donc il y a une personne qui est devant la bombe qui doit donc, du coup décrire tous les mécanismes qu'elle voit. Et derrière, il y a les gens qui vont l'aider à désamorcer. Et donc, je ne sais pas s'il y a un nombre limite, mais donc les gens ont le manuel. C'est un manuel qui est papier en général, à moins que les gens ont aussi un PC et regardent le manuel sur PC, mais c'est beaucoup plus pratique de le faire sur papier pour pouvoir se répartir les papiers. Mais donc ils ont le manuel avec tous les mécanismes possibles et toutes les solutions selon le mécanisme, selon ce qui est visible sur les mécanismes. Et donc en termes de coopération, de gestion du stress, de gestion des émotions, de gestion de tout, ce jeu est vraiment génial. Et ce qui est très cool, c'est de voir comment, comme le jeu, une partie de jeu dure 5 minutes, comme c'est assez court, on peut en faire plusieurs. Et ce qui est très chouette, c'est observer la courbe de progression des gens, finalement, qui apprennent par eux-mêmes et qui apprennent vraiment par leurs erreurs et leurs échecs. Et c'est ça qui est très cool, parce que comme c'est assez court, on peut vraiment capitaliser finalement sur tout ce temps de jeu. C'est-à-dire, en général, ce qui se passe, c'est que moi, je donne souvent, comme ça, j'aime piéger les gens. Et donc, je leur donne peu d'infos au début. Et donc, je leur donne pas des conseils stratégiques, je donne rien de tout ça. Et donc, voilà, je leur donne le manuel et je leur explique un peu le concept, et puis c'est tout. Alors, en général, c'est la première partie qui se passe plus ou moins souvent, c'est que voilà, ils vont juste garder le gros pack de feuilles devant eux et ils vont regarder ensemble, etc. Ils vont pas être stratégiques du tout, et souvent la première partie ça va être un échec à cause de ça. Directement à la suivante partie, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à se répartir les feuilles. Voilà, ils commencent déjà à être plus stratégiques. Ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes analysé qu'est-ce qui n'allait pas, ou un des motifs d'échec en tout cas, et ils vont essayer d'améliorer ça. Et alors du coup ils se répartissent les feuilles, du coup ça va, c'est déjà on voit une marge de progression, mais des fois voilà ça marche, des fois ça marche pas quoi. Et donc ils sont comme ça directement dans la réflexion de ok, comment on va s'améliorer. Alors ça va être mieux se répartir les feuilles pour que les gens voilà, les gens qui ont mieux compris un mécanisme que d'autres. Ça va être peut-être changer la personne qui regarde la bombe, parce que en fait l'expérience d'avoir vu la bombe fait que voilà, on sait un peu mieux peut-être à quoi être attentif, et donc on va changer de personne. Et donc voilà, on observe en animation du coup toutes ces petites marges de progression, et c'est vraiment dire aux gens, moi je vous ai juste donné un jeu, je vous ai expliqué le concept de base, et vous-même vous avez appris à vous améliorer et à gérer tout ça. Et donc, c'est montrer aussi que les gens ont la capacité de s'améliorer, ont la capacité d'apprendre, et ils ont surtout la capacité d'apprendre à travers finalement l'échec. Et que c'est un micro-leçon de vie, comme ça, de dire, c'est normal, dans la vie, voilà, quand on débute quelque chose et qu'on reçoit juste petites informations et tout, ouais, la première fois on va essayer, on risque d'échouer, c'est normal. Voilà, parce qu'on n'a pas eu le temps on n'a pas pris le temps de réfléchir à la stratégie, de faire les choses de manière stratégique. Et quand on arrive du coup à ce tilt-là de gens, là on a réussi quelque chose. C'est vraiment la prise de conscience à travers l'expérience. Et c'est ça qui est chouette avec les jeux, c'est que les gens peuvent faire ça, cette prise de conscience à travers l'expérience, mais ils le font comme en s'amusant un minimum et en prenant du plaisir. Parce que je pourrais effectivement dire aux gens comment faire et tout pour maximiser la stratégie, mais je trouve que ça fait partie de l'expérience du jeu de pouvoir s'améliorer par soi-même et d'apprendre. Parce que c'est super valorisant finalement d'avoir appris par soi-même. Et c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des gens qui vont vers le cheat code direct et qui voudraient évidemment toute l'information qui vient directement vers eux. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter pour vraiment rendre les gens plus autonomes, plus indépendants par rapport à tout ça, et leur montrer qu'il y a moyen il y a un mini autodidacte qui sommeille en nous à chaque fois, et que j'essaie de réveiller ça un peu chez les gens, plutôt que finalement donner voilà, le kit tout prêt à l'emploi, parce que
du coup, c'est vraiment l'idée, comme dit l'adage, enfin l'adage, vaut mieux voilà, apprendre à pêcher à quelqu'un que voilà, si on donne un poisson à quelqu'un, bah, il survit un jour, mais s'il apprend à pêcher, bah, il survit tout le temps. Bah, c'est un peu l'idée que j'essaie de transmettre quand je fais des animations, voilà, arriver à cet apprentissage-là. Et ici, c'est vraiment apprendre à apprendre, et surtout un peu déculpabiliser par rapport à l'échec. Et ce jeu, vraiment, c'est une tuerie. C'est une tuerie par rapport à ça. Très facile du coup à mettre en place aussi, très facile à expliquer. Des parties courtes, donc on peut en faire plusieurs. Et après, voilà, on a le temps du coup de faire un débriefing pour un peu expliquer tout ce qui a été fait. Et là, vraiment, les gens, à travers une expérience finalement de stress, parce que 5 minutes et tout, on n'a pas envie d'échouer et tout ça. Mais voilà, il faut en faire plusieurs, ça c'est sûr en animation. Et de toute façon, on a envie d'en faire plusieurs, même quand c'est pas en animation. Mais voilà, il y a des choses très intéressantes qui se passent dans un groupe de gens quand on joue à ce type de jeu-là. Et donc, s'il y a bien un jeu vidéo qui peut bien marcher en groupe, c'est celui-là, quoi. Enfin, moi, je trouve. Et surtout qu'il y a les jeux vidéo, bah oui, c'est limité à un ou quelques personnes. Mais là, l'avantage qu'il y a un manuel papier, ça peut même se jouer à 10, 20. Voilà, ça pose pas. Ça fait juste une autre stratégie, quoi. C'est comment on va gérer un problème à 20, quoi. Et donc, c'est ça qui est cool. Donc voilà. Après, évidemment, il y a des jeux vidéo plus réflexifs où il y a des énigmes où effectivement on pourrait jouer à plusieurs de l'extérieur. Mais voilà. C'est quand même celui-là que je trouve le plus intéressant dans tous les jeux vidéo qui existent en termes d'expérience, quoi. Donc voilà, j'ai essayé un peu de retrouver d'autres jeux, mais comme je dis, je ferai certainement une émission spéciale sur les jeux vidéo pour montrer un peu ça. Ici, je vous montre qu'une petite parcelle qui sont principalement les jeux d'horreur et les jeux à thématique plus sérieuse pour un peu expliquer que oui, il n'y a pas que des Call of Duty ou des jeux où on tire sur des nazis, ou voilà, des jeux de guerre, il n'y a pas que ça. Donc voilà. Alors, comme il est déjà 15h, mine de rien, je vais vous parler de démarche intellectuelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par démarche intellectuelle? Donc, en fait, c'est... comment je pourrais expliquer ça de manière simple? C'est vulgariser, vraiment simplifier, c'est vraiment toutes ces démarches de réflexion, de poser un raisonnement et de le faire de manière à ce que ce soit honnête, déjà, clair, et surtout, en fait, d'une certaine manière, critiquable, mais dans le sens noble de la critique. C'est-à-dire que une démarche intellectuelle, c'est vraiment se dire, ok, déjà que j'ai l'honnêteté, c'est-à-dire quelle est ma position par rapport à ce que je vais dire, quelle est ma position par rapport à ce dont j'ai envie de parler. Alors, ma position, ça va être, c'est simplement clarifier en disant, tout ce que je sais ne repose que parce que j'ai vu un documentaire, j'ai lu un livre sur le sujet, j'ai eu une conversation sur le sujet. Ça, c'est une des choses. Ou alors, c'est parce que j'ai expérimenté quelque chose. Ou parce que dans mon métier, je rencontre plein de gens qui expérimentent quelque chose. Ou parce que j'ai étudié un certain sujet. Et évidemment, on peut mixer un peu tout ça. C'est pas exclusif. Mais donc déjà, clarifier sa position, c'est une étape de la démarche intellectuelle. Alors quand tout ça, ça apporte certains noms, j'y reviendrai aussi. Mais donc l'idée c'est, voilà, quand on a juste vu un documentaire genre sur Arte, on va pas après faire une masterclass sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on n'est pas expert du sujet parce qu'on a vu un documentaire Arte. On a juste quelques éléments nouveaux qu'on ne connaissait pas et qui approfondissent un peu notre apprentissage. Alors, je vais faire... Est-ce que j'ai un jeu qui va me permettre d'expliquer ça d'une manière ou d'une autre Ouais, je
je vais regarder un peu ce que j'ai sous la main. À moins que... Ici, j'ai tout plein de trucs, j'ai des pions et compagnie. Et ce que je cherche, c'est un dé. Voilà, hop, j'ai des dés ici, parfait. Je vais expliquer après mon propos à travers un dé. Hop. Voilà. Oh, encore mieux, je vais prendre ici un autre dé que les gens connaissent moins. Uniquement, c'est un jeu de bagamon. Alors, quand j'expliquais l'honnêteté, et donc la position à laquelle on est, c'est-à-dire que, voilà, si on a vu un documentaire Arte ou qu'on a lu juste un livre, on n'est pas expert sur le sujet, ça paraît évident. Seulement, voilà, et là c'est un peu le côté obscur des réseaux sociaux, c'est que les gens s'estiment experts en tout, même quand ils n'ont rien lu ou vu sur le sujet. Mais tout le monde pense avoir raison. Et donc, en termes de démarche intellectuelle, c'est vraiment c'est une catastrophe. Parce que les gens se permettent de toujours en fait tout commenter, tout juger non-stop. Et en fait, ça n'apporte absolument rien de constructif et absolument rien d'intellectuel. Alors oui, c'est légal, mais sur le plan moral, intellectuel, c'est vraiment très 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 bas. Et donc c'est pas ça qui fait grandir une société. Mais donc l'idée, c'est vraiment... Ah, on a essayé de m'appeler d'un autre pays. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, l'idée en tout cas, c'est de clarifier sa position quand on tient les propos. Déjà se dire, est-ce que je suis qualifié pour tenir ces propos-là? Par exemple, si on me questionne là maintenant sur voilà, les guerres et compagnie, à part ce que je vois aux infos, j'ai pas vraiment je vais pas dire d'avis, mais d'informations qui me permettent d'avoir vraiment un avis pertinent et d'exprimer un avis pertinent. Ça, c'est sûr. Effectivement, il y a des choses qui sont choquantes et des choses universelles sur lesquelles on peut se mettre d'accord, mais commencer à analyser tout un conflit entre deux pays, je ne vais pas m'estimer le plus capable de le faire. Je vais prendre beaucoup de précautions si vraiment j'étais forcé de. Mais de ma position, je sais que je vais pas en parler. Donc déjà, ça c'est une étape de démarche intellectuelle, c'est-à-dire par rapport à ma position, est-ce que je suis bien placé? Après, évidemment, sur les sujets un peu plus sociétaux et sur les thématiques que je travaillais, je vais dire oui, là je suis plus apte à en parler. Pourquoi? Parce que mes études sur le sujet, mes expériences de terrain, le fait que les gens partagent leur expérience, ce qu'on appelle le côté clinique. Et donc voilà, j'ai beaucoup de sources par rapport à tout ça, mes lectures, mes ci, mes là, qui font que je pense potentiellement, en tout cas, avoir un avis pertinent sur le sujet par rapport à une majorité de gens qui n'ont pas tous ces codes-là. Donc voilà, ça clarifie toujours toujours clarifier sa position et un peu dire finalement d'où sort finalement tout ce que je dis. Alors oui, donc moi c'est 9 ans d'études supérieures, c'est donc plein de livres sociologiques et compagnie lus, c'est voilà, mes expériences de terrain via le travail, voilà, c'est vraiment tout ça qui, plus le côté un peu autodidacte, effectivement, de toujours essayer de collecter de l'info, des études et compagnie, qui font que, oui, je peux commencer à construire un point de vue qui potentiellement est pertinent. Alors, la seconde chose, c'est aussi savoir comment on va aborder les choses. Parce que même si je peux avoir un point de vue pertinent ou pas, selon le contexte, selon les situations, selon beaucoup de choses, il faut surtout, en fait, être... comment dire? Il faut aborder les choses de manière... Éviter en tout cas, et c'est pas toujours facile, parce qu'on le fait parfois inconsciemment, parce qu'on est souvent dans ça, mais éviter d'aborder les choses de manière jugeante. Voilà, on va pas... Oui, alors il y a des choses universelles, on peut dire c'est mal ou bien, mais on va aussi essayer quand même d'être plus dans la compréhension.
Et donc, quelque chose qui peut être perçu mal par la société, quand on dit je comprends quelque chose qui est perçu mal par la société, des fois, en fait, c'est mal vu. Genre, voilà, quelqu'un qui est condamné pour un crime ou je sais plus quoi, et qu'on va dire, bah, je comprends ce qu'il a amené au crime. En fait, derrière l'idée je comprends, ça veut pas dire qu'on valide du tout ce qui a été fait. C'est juste qu'on comprend le cheminement, par exemple, ce qui s'est passé dans la tête de la personne pour arriver à là. C'est juste, voilà, on a compris la logique de la personne, on a compris ça. Mais ça veut pas dire qu'on est du tout d'accord. On peut très bien comprendre quelque chose auquel on n'est pas du tout d'accord. Et donc, il faut un peu différencier ces termes-là. Et, et en fait, la démarche intellectuelle, voilà, comme j'expliquais à travers un dé, ici, bah, je vais prendre un autre dé. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, par exemple, alors je vais un peu masquer, mais vous voyez le 4. Voilà. Vous, votre expérience, alors soit vous n'avez jamais vu de dé de votre vie, et donc vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous ne savez pas ce qui est sur les côtés, vous ne savez pas ce qu'il y a au-dessus ou en dessous, et voilà, il y a des gens qui, sans jamais regarder autre chose, vont prétendre savoir ce qu'il y a derrière, et sur les côtés et tout ça. Donc là, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, on a des champions en économie, des champions en tout, qui n'ont jamais rien lu, étudié ou quoi que ce soit. Mais qui ont un avis bien précis sur tout. Et donc, ils vont prétendre savoir ce qu'il y a. D'autres, évidemment, et c'est ça le côté de la démarche intellectuelle, c'est-à-dire, moi, je vois juste le 4, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder les choses, évidemment. Moi, mon expérience fait que j'ai beaucoup lancé de dés. Du coup, je sais que sur les autres faces, il y a 1, 2, 3, le 4, 5 et 6. Donc, il y a mon expérience de terrain qui compte. Alors, potentiellement oui, mais vous allez voir après pourquoi il faut faire attention quand même à ça. Troisième autre point de vue, c'est aussi se dire, bah, j'ai effectivement de l'expérience de terrain et tout, mais peut-être que, pas parce qu'il y a beaucoup de dés qui sont, qui sont conçus de la même façon, que ce dé-là, en particulier, va être conçu de la même façon. Donc, est-ce que c'est vraiment le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 qui est dessus? Je ne sais pas. Il va falloir que j'explore pour voir, pour être sûr. Alors, il y a deux manières, effectivement, qui sont les plus connues. C'est ce qu'on appelle la démarche hypothétique. À chaque fois, j'ai du mal à dire. Hypothético-déductive. Donc, j'ai une hypothèse et je vais la vérifier. Donc, mon hypothèse, c'est dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, je vais vérifier si c'est vraiment ça. L'autre hypothèse, c'est l'approche dite inductive. Et donc, j'observe quelque chose et du coup, je vais aller explorer. Mais je ne sais vraiment pas ce qui va ressortir. Donc, ici, on a les gens qui pensent tout savoir. On a les gens qui partent de l'expérience et qui sont sûrs à partir de l'expérience. Il y a les gens qui ont l'expérience mais qui vont dire je pense que c'est ça mais qui vont quand même creuser. Et les gens qui ont aussi l'expérience et tout mais qui vont se dire on va voir. Et effectivement, si par exemple je retourne ici, hop, on voit un 32. Si on regarde ici, hop, 64. Hop, 16. 2. Et donc, et 8. Alors, effectivement, si les gens vont voir le 4 et le 2, ça va asseoir leur hypothèse peut-être de départ. Et en fait, ils vont... Et c'est ça, l'autre danger. Donc, si je vous ai montré le 4, les gens vont un peu regarder à droite à gauche. Ils vont prendre que le 2. Ils vont dire, ah, regardez, j'ai raison, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben là, ça veut dire qu'on a sélectionné que les sources qui vont dans notre sens. Et ça, c'est honnêtement, sur le plan intellectuel, c'est une grosse faute, évidemment, de dire ce genre de choses. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas exploré les autres faces. Mais ici, voilà, je vous ai montré qu'avec un simple dé, il y a différentes manières d'aborder les choses. Et la connaissance du dé, bien évidemment, ici, voilà, j'expliquais, j'aimais bien tendre des pièges aux gens. Donc j'ai choisi un dé, c'est pour les joueurs de backgammon. Mais qui ne correspond pas aux dés plus classiques que j'ai ici, voilà, qui vont de 1 à 6. Et donc l'indice qui pouvait mettre un peu la puce à l'oreille, c'est le fait que
voilà, ce soit inscrit avec des chiffres, plutôt que voilà, les petits points, quoi. Et donc, l'idée de la démarche intellectuelle, donc je disais que c'était un peu ce côté-là, où on, on clarifie notre position, et c'est surtout qu'on va essayer de continuer à explorer. Alors c'est ça qui est un peu fou, quand on arrive à un stade effectivement où on explore de plus en plus on explore, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'on remarque souvent les personnes qui ont vraiment exploré à ça, c'est que à chaque fois, plus on en sait, plus on se dit il y a encore un tas de choses à savoir. Et, et c'est ça qui est un peu fou en fait. Parce qu'on on a tellement étudié un sujet qu'en fait toutes nos certitudes, même inconscientes, ont volé en éclats. Et du coup on se dit mais en fait tout est possible. Tout, et, et surtout, si on a bien fait les choses, non seulement tout est possible, mais tout est évolutif. C'est-à-dire que tout ce qui est possible aujourd'hui n'est peut-être pas la même chose du tout ce qui sera possible demain. C'est ça qui est toujours un peu fou. Donc, ce qu'on étudie aujourd'hui va peut-être être obsolète dans 10, 20, 30 ans parce que les mentalités évoluent, parce que les technologies évoluent et tout ça. Donc la manière dont fonctionnait une société dans les années 90 n'est plus du tout la même que maintenant, notamment si on parle des réseaux sociaux. Ça a énormément changé les choses, les réseaux sociaux. Et donc tout ce qui a été étudié doit en fait être réétudié en permanence parce que les choses évoluent. Et donc, ce qui se passe effectivement par rapport aux réseaux sociaux, oui, il y a beaucoup de gens du coup maintenant qui ont trouvé une plateforme pour s'exprimer. Et que je dis, il n'y a pas de démarche intellectuelle derrière. Alors, est-ce qu'on doit forcément avoir une démarche intellectuelle à chaque fois qu'on se prononce sur Facebook? Non, évidemment. Mais tout dépend du sujet qu'on choisit et qu'on désire de commenter. Donc, est-ce que moi, je vais à chaque fois sur les réseaux sociaux dire c'est nul, c'est ci, c'est là? Ben non. Même si je le pense ou des trucs comme ça, je commence pas à perdre mon temps sur les réseaux sociaux à dire ce genre de trucs. Ça apporte tellement rien, en fait. Par contre, si je vois quelque chose qui m'alerte en tant qu'expert dans mon domaine, oui, je vais dire faites attention quand vous faites ce projet-là. C'est pas la meilleure façon d'y arriver, quoi. Ouais, ça c'est potentiellement, mais encore, je vais peut-être envoyer plus un message privé que le mettre publiquement. Donc, parce que voilà, il y a cette réflexion-là. Après, si on veut voir c'est quoi l'opposé de la démarche intellectuelle, autant regarder touche pas à mon poste, donc TPMP, là, sur C8. Là, on est vraiment dans l'inverse de la démarche intellectuelle. Pourquoi? Alors, d'une part, déjà rien que le titre, je trouve ça limite parce que c'est quand même un slogan, touche pas à mon pote, à la base c'est un slogan contre le racisme, et là on le détourne un peu en divertissement. Ok, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de réflexion derrière, mais en fait c'est ça le côté où un divertissement peut être débile. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il ne faut pas qu'un divertissement soit forcément derrière une démarche intellectuelle. Un divertissement, le but, voilà, comme on dit, c'est de divertir. Et donc, un truc de télé-réalité, par exemple, ça peut être, voilà, c'est débile, mais en fait, c'est pas grave en soi, parce que son impact est extrêmement limité. C'est-à-dire que les gens qui vont se comporter de manière débile, finalement, en télé-réalité, ou tous les propos qu'ils vont prononcer, ça reste quand même voilà, limité en termes d'impact sur la société. Par contre, quand on regarde les émissions comme ça que je disais TPMP, là c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui abordent des problèmes de société très sérieux, mais qui n'ont aucune qualification en quoi que ce soit, qui n'ont aucune expérience, enfin qui n'ont rien vraiment de... c'est un vide par rapport à ça qui permet vraiment d'aborder de manière intéressante un problème de société. Et ils vont du coup basculer dans l'inverse de la démarche intellectuelle, qui est une démarche en fait purement de l'émotion déjà. Le but c'est jouer sur les émotions des gens et de manière générale.
Donc on va aborder de manière comme ça en disant, voilà, c'est triste, et si c'est là, ça met en colère. Et on va être énormément dans le jugement. Il n'y a que du jugement. Il n'y a personne vraiment pour arriver à quelque chose de oui, mais, voilà, ou qui analyse la situation. Non, on est hyper dans le jugement. On est hyper dans c'est mal ou c'est bien. On est de, voilà, je pense que, moi je sais que, moi je sais que, blablabla. Donc c'est vraiment une catastrophe sur le plan intellectuel. Et là, c'est dangereux parce que c'est une émission qui est regardée quand même par un certain nombre de gens. Et donc, ici, qui aborde des sujets sérieux d'une manière qui est, euh, ouais, évidemment pas intellectuelle, mais d'une manière qui fait que les gens vont interpréter ça comme du contenu pertinent. Surtout si c'est des gens, voilà, de manière générale peu informés ou qui sont informés que par ouais, en regardant le journal TV ou des choses comme ça, en regardant un peu ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas un peu une vue d'ensemble des choses, ben, quand ils vont gober un peu tout ce qui est dit, ben, ça va pas améliorer les choses. Et en termes du coup de société, euh, ouais, des émissions comme ça, c'est sur le plan intellectuel, en fait c'est hyper dangereux parce que c'est des raccourcis. C'est même plus des raccourcis là, c'est en fait voilà, il y a aucun cheminement intellectuel en fait qui est fait et on juge les gens. Donc en fait il y a deux problèmes principaux. On est dans le jugement non-stop, donc il y a rien d'intellectuel dans le jugement et donc c'est différent de la critique. La critique c'est vraiment quoi, quand on a normalement une mini-expertise, un peu d'expertise comme dans un sujet, et qu'on repère les éléments à améliorer. Ça, c'est de la critique. Si vous faites de la critique culinaire, c'est quelqu'un qui a quand même des codes et tout, et qui va dire, ok, là, ça manque de ci, ou là, au contraire, c'était top, ça répond à tous les codes, à tous les critères. Ça c'est de la critique. C'est pas dire, voilà, on n'est pas dans le jugement morale. Et donc, ces émissions de télé-là, ça, c'est une catastrophe. C'est pour ça que, voilà, s'ils veulent faire du divertissement débile, il y a pas de souci. Voilà, s'ils veulent, voilà, ouais, je sais pas moi, faire un jeu et tout ça, ben oui, ça ils peuvent. Voilà. Même si c'est débile, ben, l'impact est limité. Mais aborder des sujets sérieux quand on est à ce point incompétent, en fait, non, 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 parce que ça va diffuser des mauvaises informations. Et encore une fois, c'est pas illégal de diffuser des mauvaises informations, même de faire de la désinformation. En tout cas, en Belgique, on peut le faire, tant que ça n'a pas un impact, justement. Et ici, comme c'est un impact qui est difficilement observable, enfin, oui, il est observable dans la société, mais il est difficile en tout cas à mesurer, à vraiment dire telle personne a fait telle action à cause de ça. Parce que là, on bascule dans ce qu'on appelle le charlatanisme. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui dit que je vais vous guérir à coup de 3 cuillères de miel, et qu'après 3 cuillères de miel, ben voilà, en fait, la situation s'est juste empirée, ben oui, là, c'est du charlatanisme, parce que la personne a prétendu vous guérir d'une manière qui guérit rien du tout, quoi. Donc, enfin, ça dépend du problème. Mais voilà, et ici, voilà, c'est des gens qui se permettent de d'aborder des sujets hyper sérieux, qui demandent de la réflexion, qui demandent justement une démarche intellectuelle, de clarifier sa position, de poser un raisonnement qui soit clair et tout. Et même pour ça, il faut un minimum de connaissances, évidemment. Et voilà. Et donc là, tout ça, c'est absent en fait. Tout ça, c'est absent. Et donc, à partir de là, on peut vraiment dire. Et vu. Alors, déjà, on peut dire ça, mais l'impact, et c'est ça qui est un peu difficilement mesurable, c'est-à-dire l'impact qu'ils ont sur les gens qui regardent est pour moi un danger. Parce que, finalement, voilà, il n'y a pas tout ce côté de démarche intellectuelle là sur les sujets sérieux. Et tout sujet sérieux doit être abordé de cette manière-là. Alors, il y a des gens, je ne comprends pas pourquoi, aussi qu'on invite, voilà, qui s'expriment, qui se sont un peu autoproclamés experts, alors que ce n'est pas du tout leur champ de travail ni rien, quoi. Et pourtant, c'est quand même des gens qu'on invite sur les plateaux télé, parce qu'on a, ouais, je sais pas si c'est le terme qu'on utilise ou quoi, mais on a les experts médiatiques. Et donc, c'est juste des gens qui
en fait, ont peut-être l'expertise dans un domaine, on va dire le domaine A, euh, qui sont souvent peut-être actifs sur les réseaux sociaux ou sur les journaux, les plateaux télé et compagnie. Et du coup, on va leur demander leur point de vue sur le B, un domaine B, sur un domaine C, sur un domaine D, E, etc. Alors que c'est pas leur champ, mais comme ça fait partie du jeu médiatique et des choses comme ça, bah, ils vont quand même donner leur point de vue. Et donc, on va faire l'amalgame entre experts dans un domaine et finalement presque expert, qu'on appelle un tautologue, hein, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui s'estime expert un peu en tout et n'importe quoi. Et donc peut-être que vous connaissez des experts comme ça en France et en Belgique, il y en a quand même quelques-uns. Pendant la crise du Covid, ça a explosé, tout le monde était devenu expert en médecine à ce moment-là. Tout le monde est expert en tout, maintenant tout le monde est expert en intelligence artificielle. Il y a des sujets comme ça qui méritent quand même. Alors, effectivement, ça prend du temps, ça demande du travail, ça demande un peu de réflexion, mais quand on aborde des sujets quand même sérieux, il faut que ce soit qui ait cette démarche intellectuelle derrière. Et quand je dis la démarche intellectuelle, elle est pluraliste, mais il faut être clair de notre position, être transparent par rapport à ça. Donc, pour ça que des fois, on va parler de certains sujets et des fois pas. Et des fois, ne pas parler est aussi une démarche intellectuelle, en fait. Je sais que ça peut paraître un peu contradictoire, mais pas du tout. Voilà, on s'est dit, est-ce que c'est pertinent mon avis là-dessus? Non. Est-ce que ça va faire progresser quelque chose? Non. Voilà, l'idée c'est ça. Si on parle, c'est qu'il y ait quand même un but derrière la prise de parole. Alors c'est aider à comprendre, aider à clarifier quelque chose, aider à avancer dans un domaine. Voilà, il y a plein de raisons qui fait on peut un jour demander votre avis, qu'on peut un jour demander mon avis. Et voilà, donc effectivement, quand on se lance comme moi en freelance, c'est on estime qu'on a quand même une certaine expertise dans certains domaines et que tout le monde ne l'a pas. Et ici, notamment l'expertise dans le domaine ludique et dans le domaine social. Et moi, j'ai décidé de mixer les deux parce que je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Et donc, voilà, l'idée, c'est de propager ça et montrer un peu les bienfaits. Mais alors, c'est très dur quand on est freelance et d'être dans une démarche intellectuelle parce que du coup, quand on est dans la vente, il faut des fois... il faut quand même être très sûr de soi. On va dire ça. Je vais dire exagérer, mais c'est pas vraiment vrai. Il faut pas toujours exagérer, mais il faut être quand même sûr il faut être sûr de soi. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on vend. Et la démarche intellectuelle fait qu'on doute souvent quand on la pousse au maximum, fait qu'on doute souvent. Et donc, quand on doit être sûr et douter, c'est un peu difficile. Donc, il faut un peu mettre ce côté doute de côté quand on est dans le moment vente. Voilà. Donc, c'est ça qui est un peu plus délicat de maintenir finalement cette position de démarche intellectuelle selon les cas de figure. Mais de manière générale, il faut quand même essayer de l'avoir. Et donc, chacun peut l'avoir avec soit dans son domaine d'expertise. Je disais, quand on n'a pas de domaine d'expertise, que c'est vraiment pertinent de s'exprimer. Alors oui, peut-être qu'on peut avoir une discussion en famille simplement. Mais encore une fois, voilà, est-ce qu'il faut avoir une démarche intellectuelle en famille? Voilà. Tout finalement doit être aussi analysé sur l'impact que les choses vont avoir. Donc, est-ce que moi j'ai une démarche intellectuelle quand je suis à chaque fois avec les amis ou quoi? Parfois oui, parfois non. Ça dépend du côté ambiance et tout. Mais voilà, en général, quand j'ai pas de démarche intellectuelle, c'est que je me dis, ça va pas avoir un impact particulier ou quoi. Mais en même temps, j'évite simplement de parler des choses que je connais pas, quoi. Donc, ou alors je vais le prendre sur un ton humoristique, comme ça les gens vont bien comprendre. Donc voilà, je le fais sur un ton humoristique et ce que je dis n'est pas sérieux, n'est pas à prendre en compte. Donc l'humour est une bonne manière aussi finalement de reconnaître qu'on n'est pas expert sur un sujet. Quoique les humoristes, effectivement, ont une forme d'expertise presque parfois
sur la manière d'analyser des faits de société ou des choses et parce que pour le retranscrire comme ça de manière un peu comique, il faut quand même être capable d'analyser, avoir un petit regard critique quand même sur les choses. Alors il y en a qui le font très bien, d'autres qui le font moins bien. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Là aussi, il faut avoir un peu les codes pour comprendre, mais c'est vrai que voilà, il faut aussi un peu plus de démarche intellectuelle par rapport à ça. Et en fait, c'est ça aussi que je voulais venir par rapport aux démarches intellectuelles et tout. On entend aussi beaucoup la critique de ce qu'on faisait dans les années 90, on peut plus le faire maintenant. Voilà, tout est interdit, on met des choses comme ça. Alors ça, c'est un peu une faute intellectuelle justement de vouloir critiquer une société passée avec les codes d'aujourd'hui et inversement de critiquer finalement les codes d'aujourd'hui par les codes d'hier, quoi. Parce que simplement, voilà, la société évolue comme ça, et évidemment, ben, il y a plein de choses qu'on ne fait plus, et parfois j'ai envie de dire heureusement. Je veux dire, si on regarde tout le 20e siècle sur l'avancée des droits, ben oui, rien que par rapport à ça, les droits ont quand même bien évolué. On n'a pas forcément envie de vivre comme il y a 100 ans. Et c'est tout à fait normal. Mais effectivement, on peut émettre, maintenant qu'on a le recul, on peut émettre des critiques sur ce qui se passait il y a 100 ans. Mais en fait, l'idée derrière tout ça, c'est finalement d'apprendre pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et ici, quand on critique voilà, ce côté-là où on dit on peut plus faire comme avant, ben, déjà c'est de poser la question, est-ce qu'on pouvait vraiment tout faire avant? En fait, non. En fait, on pouvait pas déjà tout faire avant. Et c'est surtout que simplement dire la société évolue, donc simplement la technologie évolue, notre manière de s'habiller aussi a évolué. Et donc, ça veut dire, est-ce que quelqu'un ne peut plus s'habiller maintenant comme on s'habillait dans les années 90? Bah, en fait, si. C'est juste que voilà, la mode a évolué, donc les gens ne s'habillent plus exactement de la même façon. Les coupes de cheveux, par exemple, quelqu'un pourrait évidemment avoir la même coupe de cheveux dans les années 60, mais est-ce qu'il va le faire? Bah, pas forcément. Et donc voilà, critiquer comme ça et dire on pouvait plus le faire avant, ben non, parce que si on faisait exactement la même chose maintenant, évidemment, on le ferait différemment, parce que les codes sont différents. Donc, en fait, les choses ont été faites à un moment donné parce que c'était le contexte de l'époque. Et, est-ce que voilà, ce qui a été fait dans les années 90 aurait été aussi fait dans les années 70, même s'il y avait cette pseudo-même liberté? Ben non. Bah, ça n'aurait pas été fait non plus, parce que c'était pas les mêmes codes et tout. Donc, voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu une critique facile de dire qu'on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, alors que c'est faux. C'est juste que voilà, les codes de la société est différent, et donc on va le faire aussi, on va continuer à le faire, mais juste de manière différente. Et ici, on va surtout réfléchir en fait à l'impact que ce qu'on fait, ce qu'on dit a. Ce qui se faisait sans doute moins avant, effectivement. Mais est-ce que globalement, on peut vraiment plus rien faire, plus rien dire? Non. On va juste le faire, mais de manière différente. Et évidemment, les gens qui ont les codes d'avant, ben, ils n'ont pas encore compris les codes d'aujourd'hui. Parce que c'est pas toujours facile de les comprendre non plus. Donc les gens qui ont, je sais pas, 50, 60 ans maintenant, ben oui, ils n'ont pas les codes des gens de 30 ans. Et du coup, ils jugent la société d'aujourd'hui avec les codes des personnes de 60, 50 ans. Et évidemment, bah oui, il y a un décalage. Et donc là, ils sont dans le jugement, c'est bien ou c'est pas bien. Mais voilà, il y a un petit décalage qui est présent et on l'observe dans la société. Voilà, c'est décalage important du coup, après en termes d'idées de manière générale. Mais donc voilà, c'est cette idée que critiquer, voilà, quelque chose, enfin, porter, c'est même ne pas critiquer, justement, je fais l'erreur, porter un jugement sur une société aujourd'hui avec des codes passés
Et porter un jugement sur une société passée avec les codes d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'en fait qu'il ne faut pas faire. Voilà, on peut avoir une critique raisonnée et raisonnable, mais voilà, être dans le jugement, voilà, c'est une double faute intellectuelle. Euh, Parce que d'une part, voilà, le jugement, c'est pas ce qui fait avancer, et, euh, et d'autre part, en termes de démarche intellectuelle, c'est pas pertinent en fait. C'est pas pertinent parce que ça correspond pas du tout. Voilà, le raisonnement en fait n'est pas fondé. Et, euh, et qu'est-ce que j'avais une idée en tête qui vient juste de partir, mais voilà, oui, bon, je sais plus. Mais donc voilà un peu pour c'est quoi une démarche intellectuelle. Donc pour résumer, c'est être honnête finalement sur ce qu'on sait, être honnête sur sa position, voilà, savoir quand finalement il faut parler, quand il faut pas parler. Alors ça c'est aussi une compétence à acquérir que moi j'ai pas forcément, mais clair et clarifier ses propos, donc ça demande souvent un peu de préparation. Voilà, ça demande un peu de travailler ces choses, de structurer ses idées, ce qui est pas toujours aisé quand on a plusieurs idées qui viennent en tête. Clarifier finalement quel type de démarche on a, que je disais avec le petit exemple du dé. Voilà, est-ce que on se base sur nos expériences, on se base voilà, sur moi je sais tout même si je connais rien. Est-ce qu'on base sur une hypothèse ou au contraire on va un peu explorer sans trop savoir. Donc voilà, il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Donc il faut toujours être clair et transparent. Comme je disais au tout début, être critiquable, avec le côté noble de la critique, c'est-à-dire que voilà, on présente les choses, voilà l'étendue de un peu de ce que je sais, d'explications que je peux donner, et le fait d'être critiquable, ça veut dire, ok, c'est tellement clair qu'on repère assez facilement, finalement, ce qui a amélioré, ou les choses comme ça, quoi. Ou les points positifs. Parce que quand on se met un peu, on s'estime un peu au-dessus de toute critique, et souvent les critiques, ça vient d'autres personnes, de ses pairs, comme on dit, ben, non, en fait, jamais rien n'est 100% parfait. Donc il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut faire autrement, et adopter un point de vue aussi différent. Comme je disais, avec le dé que je vous ai montré, moi je vous ai montré le 4, mais évidemment, de ma position, je voyais le 2. Et donc, ça peut être genre, ouais, ben moi aussi, je suis d'accord avec la personne qui dit que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais si, voilà, ça vient renforcer les certitudes. Mais voilà, si c'était un autre chiffre, ben évidemment, moi je savais que c'était pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la personne qui est dans sa certitude, ben en fait, voilà, moi je peux facilement critiquer en disant, ben, moi je vois autre chose en fait. Et dans le conflit par rapport à ça, ben en fait c'est bête. Parce que ça vient poser des certitudes, et les certitudes nous empêchent souvent d'explorer plus loin. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. J'avais parlé de Star Trek la fois dernière, et ce côté exploration, en fait, c'est aussi quelque chose voilà. Pourquoi je m'en inspire, c'est le côté, faut toujours explorer, en fait. Parce que le savoir, que je disais, non seulement il est pas fixe, il évolue aussi à travers le temps. Comme je disais, une société, on peut étudier une société, comment elle fonctionne aujourd'hui, et dans 10-20 ans, ben, la société va encore fonctionner un peu différemment. Et donc, il faudra réétudier, voir ce qui a été modifié et tout. Et comme je dis, ça peut la coupe de cheveux, la technologie, les vêtements, il y a tellement de choses qui évoluent par rapport aux années 90, en 20-30 ans. Mais au début, on n'avait pas encore les ordinateurs, ça existait à peine. Ouais, et tous les trucs comme ça. Maintenant, je crois que les gens ont autant d'ordi peut-être plus d'ordi que de télé. Enfin, voilà, le rapport à l'informatique et les réseaux sociaux a énormément évolué. Regardez, maintenant, on a Twitch, qui a 20-30 ans, on pourrait penser pouvoir faire ce genre de trucs. Pas du tout, mais ça change énormément de choses. Ça change les modes de consommation. Voilà, acheter en ligne. Ça aussi, c'est un gros truc qui a évolué ces dernières années et tout. Et ça a un impact sur les petits commerces et des choses comme ça. Donc voilà, les choses évoluent,
Évidemment, ben oui, et c'est ça aussi qu'on doit analyser. Donc voilà, c'est c'est rester ouvert, rester curieux et curieuse. C'est vraiment ce que je vous conseille par rapport à ça. Et donc, toujours clair par ce que vous dites. Et, et voilà. Si déjà au moins les gens réfléchissent à l'impact de leurs paroles et du point de vue qu'ils ont, qu'ils sont honnêtes par rapport à ça, on ferait quand même une grosse évolution par rapport à toutes ces démarches intellectuelles. Ça. Et surtout éviter aussi les côtés un peu réactionnaires, le côté on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Ben si, mais c'est juste qu'il faut le faire autrement avec les codes d'aujourd'hui. Et évidemment, on n'a pas grandi avec ces codes-là, ben voilà, c'est très difficile quoi. Donc peut-être qu'on n'est pas d'accord. Moi, c'est pour ça que je veux par exemple pas faire du TikTok et tout. Je sais que ça va toucher par exemple un public potentiellement plus jeune, mais c'est une manière de faire que voilà, tout à l'image, un peu le petit sucre quoi. C'est un peu ça, côté où voilà, c'est format plutôt court. Voilà, c'est une autre façon de faire, mais en fait déjà par rapport moi à mon métier, ça touche pas vraiment le public que j'ai envie. Et je pourrais le faire effectivement si je veux un peu toucher les jeunes, mais moi ma démarche, ça va être plus d'aller dans une école ou une assoce ou des choses comme ça. Et c'est totalement valable avec les codes d'aujourd'hui, parce que je vais utiliser peut-être les jeux de vidéo ou quoi. Bah oui, que les jeunes connaissent beaucoup, quoi. Mieux souvent que leurs parents. Quoique ça commence à changer, parce que maintenant, la première génération qui a grandi avec les jeux de société, ben maintenant c'est les gens qui, ouais, qui ont des parents et tout. Donc ils ont peut-être moins le temps de jouer. Mais voilà, les jeux vidéo aussi évoluent, hein. Donc tout ça évolue, et donc c'est vrai que c'est difficile de rester au courant de tout ce qui se passe et de suivre cette évolution. Déjà sur un domaine, ça demande beaucoup de travail, alors quand c'est plusieurs domaines et tout, voilà, c'est difficile quoi. Donc il est déjà 15h, hop, 42, donc voilà, on a encore pas mal causé et tout. Voilà, merci aux gens qui sont passés et qui ont regardé. C'est très gentil de votre part. Donc, comme je vous répète à chaque fois, hop, je suis en train de faire différents trucs en même temps. N'hésitez pas, voilà, à m'envoyer un message ou quoi, ou commenter via les réseaux sociaux ou autres, que vous retrouvez notamment en bas dans la bio. Voilà, pour simplement dire, voilà, est-ce que vous voulez que j'aborde quelque chose de particulier? C'est une petite émission co-constructive, donc si forcément les premières émissions, on n'y est pas encore, mais on verra bien. Quand il y aura un certain nombre, je sais pas si je vais y arriver, mais quand il y aura voilà, un peu plus de nombre de gens présents et de followers, je vais essayer d'avoir aussi des invités qui vont un peu partager voilà, leur champ d'expertise. Et puis voilà, donc ici c'est la petite semaine sans doute de vacances. En tout cas aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui doivent être en vacances. Peut-être qu'ils ont pris encore d'autres jours ou quoi pour cette petite semaine. Donc profitez bien voilà, de votre journée et du reste de la semaine. Voilà. Jouez bien surtout. Et je vous dis à la semaine prochaine évidemment. Hein. Ciao, ciao, à bientôt.